La Asociación del Foro del Campo Lacaniano, en acopio con la Universidad Católica, les da la bienvenida a esta conferencia denominada La diferencia de los sexos. Esta conferencia está enmarcada en el seminario que realizaremos este fin de semana denominado Elecciones Sexuales. Tanto la conferencia del día de hoy, como el seminario que realizaremos el fin de semana será orientado por nuestro invitado internacional, David Bernard. David Bernard es un psicoanalista, miembro de escuela, AME, doctor en psicopatología, maestro de conferencias en la Universidad de Rennes II y enseñante del Colegio de Clínica Psicoanalítica del Oeste de Francia. Para nosotros es un gusto y una oportunidad grandísima tenerlo como invitado, porque sus aportes enriquecen muchísimo nuestro trabajo por el psicoanálisis en nuestra ciudad y sobre todo y precisamente lo que el psicoanálisis tiene para aportar a cuestiones fundamentales de nuestra época. Justamente la conferencia que realizaremos o que se realizará a continuación y que nos convoca el día de hoy pretende interrogar una cuestión que ha generado muchísimos debates en nuestra sociedad, en nuestras universidades, en nuestras disciplinas, y que es un tema supremamente álgido, ¿cierto? Y que tiene que ver precisamente con esa diferencia de los sexos, ¿cierto? Entonces, en el marco del psicoanálisis y específicamente siguiendo el enfoque de Lacan, esta conferencia nos guiará por elementos muy interesantes, propiamente del psicoanálisis, como es el inconsciente, la no proporción sexual, lo que hace a un hombre y sobre todo el enigma femenino. Entonces, a continuación vamos a darle inicio a la conferencia, unas cuestiones pues más de logística. En la parte de atrás se encuentran como el cafecito, la bebida, por si quieren acercarse. Después de la conferencia vamos a tener un espacio para preguntas. Tengamos en claro que nuestro conferencista es francés, entonces al momento de realizar las preguntas, la idea es que hablemos despacio, pausado, y mientras él está hablando, se va a proyectar la traducción de la conferencia en la parte de atrás. Ricardo nos va a ir señalando el momento en el que vamos, entonces la idea es que tengamos un poco de paciencia, no leamos todo el texto de una, sino que vamos paso a paso. Entonces, adelante, David. Muchas gracias. Un poco en español. Me gustó mucho de venir, ¿cómo de venir? De venir trabajar con vosotros y je veux remercier. Quiero agradecer los colegas de miembros del forum para esta invitación a venir a trabajar aquí y mucho bonito universidad y ciudad, voilà, très content. Alors, donc, je suis parti du fait que de nombreux, c'est fort, fuerte, non? De nombreux débats sur la différence des sexes agitent et réveillent aujourd'hui beaucoup de nos sociétés. Il faut à cet égard souligner comment Lacan aura lui-même refondé en psychanalyse la question du rapport entre les sexes. À l'appui des faits de l'inconscient, mais aussi de leur transmission par la logique, il aura non seulement renversé sur ce sujet les préjugés les plus communs, mais aussi extrait cette question du registre de la morale pour la situer sur le plan de l'éthique psychanalytique. Dans cette perspective, la sexualité sera alors redéfinie non plus à partir d'une identité sexuelle, anatomique ou culturelle, mais comme un mode de rapport aux jouissances et à l'altérité de l'autre.
Ainsi, ici comme ailleurs, passe l'effet Lacan, réintroduisant de l'énigme et de la surprise. Là où la glu du sens commun voudrait fixer chacun et chacune à ce qu'il croyait savoir. Alors je souhaiterais ce soir commenter la relecture très surprenante qu'il fit de la différence des sexes et préciser son enjeu clinique, mais aussi éthique. Alors je vais m'arrêter plus précisément sur les thèses qu'il développa à la fin des années 60, puis dans les années 70, notamment dans le cadre de son séminaire intitulé « Ou pire ». Alors il faut tout d'abord donner à ces élaborations leur contexte. En effet, on omet trop souvent de situer Lacan dans son époque et de souligner comment les questions qu'il traitait dans ses séminaires trouvaient appui et cause non seulement dans sa pratique clinique, mais aussi dans son écoute des mouvements de la société, et notamment des mouvements de la jeunesse. Cela fut le cas pour ses développements sur le capitalisme, sur l'université, mais aussi sur la sexualité féminine. Au point que, dira Antoinette Fouque c'est une grande figure française de la lutte du mouvement pour la libération des femmes, le MLF, mais qui était aussi psychanalyste et qui était aussi analysante de Lacan. Elle nous dit, sans le MLF, Lacan n'aurait pas écrit son séminaire encore, où il parle beaucoup de sexualité féminine. Alors je ne sais pas si je partagerai la radicalité de la thèse, toutefois, elle a le grand mérite de nous inviter à nous poser sérieusement la question: qu'est-ce que les élaborations de Lacan sur la différence des sexes doivent aussi à l'écoute qu'il avait des mouvements féministes de son époque? À la jeunesse, Lacan n'aura en effet jamais opposé de bouche pincée, comme on dit en France. Il aura au contraire accueilli ces questions, voire les demandes que cette jeunesse lui adressait. Après quoi, il y aura toujours répondu depuis la psychanalyse. Et c'est pourquoi on ne trouve chez lui aucun démagogisme, aucune propagande, mais une prise de parole qui se voulait à la hauteur d'une interprétation analytique, visant à permettre à ses élèves de désespérer de toute fausse promesse. Par ailleurs, beaucoup des travaux des psychanalystes féministes de l'époque sont repris aujourd'hui dans les recherches menées sur le genre, sur le gender, notamment les travaux de Judith Butler. À leur façon, ces travaux continuent aussi de nous inviter à maintenir ouverte la question de la différence des sexes. Il y a là l'occasion d'un débat qui revêt un grand intérêt pour la psychanalyse. Lacan y aura beaucoup insisté. Les psychanalystes ont souvent été les premiers à refouler ce que l'inconscient leur enseignait sur le sexe, ce qui, pour la pratique même de la psychanalyse, a eu des effets ravageants, dont le rabattement de son éthique sur une morale. Donc il y avait, et il y a toujours, une nécessité éthique à reposer la question de la différence des sexes, non seulement pour la psychanalyse, mais aussi pour l'actualité du lien social. Ainsi que l'écrit avec beaucoup de pertinence Judith Butler dans un article intitulé justement « La fin de la différence sexuelle », et se référant aux travaux de la psychanalyste Lucie Rigaret, elle écrit « La question de la différence sexuelle est une question pour notre temps. » Et plus encore, dans les débats qui ont cours sur ce sujet, elle dit « Il n'y a aucun avantage à taire nos oppositions. Il s'agit plutôt de commenter, de savoir comment les développer dans les meilleures conditions. En somme, il s'agit ici, comme ailleurs, dit-elle, d'oser
interroger le sens des mots, au risque sinon de glisser vers une moralisation de la question. Interroger le sens des mots, ça rejoint tout à fait l'éthique de la psychanalyse. Alors je vais donc tâcher à présent d'interroger, dans le cadre de la psychanalyse, le sens de cette expression, la différence sexuelle. Quelle lecture en faisons-nous? Alors je pourrais là-dessus citer bien des passages de Lacan, mais je vais me limiter à quelques-unes de ses propositions sur la différence des sexes. Pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je m'en tiendrai par conséquent à la façon dont Lacan a pris position sur l'articulation de la différence des sexes avec la référence au phallus. Au moment de son séminaire, 2 critiques principales étaient en effet adressées à la psychanalyse, par certains, pas tous, par certains courants féministes dans les années 70. La première de ces critiques vise la place faite en psychanalyse à la référence au phallus, laquelle s'appuierait, selon ses auteurs, sur une référence unique à la jouissance masculine. La seconde critique en découle. En s'affranchissant de cette référence au phallus, il serait alors possible de s'affranchir de la différence des sexes. D'où l'un des slogans de l'époque, qui est resté célèbre, « La femme est un homme comme les autres ». Alors à cela, qu'est-ce que Lacan a répondu? Ça va au niveau du truc? Ouais. C'est ça? Doucement, doucement, on dit? Despacio. Pour le commenter, rappelons d'abord que, ainsi que je l'évoquais plus haut, Lacan propose ici de répondre à partir de la psychanalyse. Autrement dit, la question n'est pas ici de savoir s'il est pour ou contre la différence des sexes. Y répondre de cette place serait en effet se situer dans le cadre du discours du maître et proposer une morale qui vaudrait pour toutes et pour tous. Pour le discours analytique, il s'agira non pas de dévoiler son opinion de philosophe, de petit philosophe, mais de se faire le témoin, voire le passeur de ce que l'inconscient lui-même enseigne dans la pratique analytique. Telle est la condition nécessaire à faire valoir, non pas la morale, mais l'éthique psychanalytique, selon laquelle le psychanalyste se doit de permettre au sujet de mieux se situer au regard de ce qu'enseigne l'inconscient. La question n'est donc pas de savoir si on est pour ou contre la différence des sexes. Elle est de savoir si pour l'inconscient, différence il y a. Et si oui, quelle est-elle? Donc je reprends la question. Au slogan « La femme est un homme comme les autres », que répond Lacan dans le cadre de la psychanalyse? Alors il répond notamment ceci. On confond, c'est du Lacan, hein, donc le ton est... On confond, on se précipite dans la négation de la différence sexuelle. On prétend l'effacer par l'usage du signe égal. La femme égale l'homme. Ce qui est formidable, dit-il, n'est-ce pas? Je vais vous le dire, ce n'est pas toutes ces conneries, c'est l'obstacle qu'elles prétendent, mot grotesque, transgresser, mais cerner un certain nombre de points d'impossible. Alors pour commenter ce passage de Lacan, relevons tout d'abord le ton du commentaire quand même. Commentaire. L'agacement, voire la colère de Lacan, s'emportant sur le fait que l'on puisse nier la différence sexuelle.
Il faut là encore être précis. Lacan ne s'oppose pas à l'égalité sociale des femmes et des hommes, laquelle, sur le plan des droits, constitue un progrès social majeur. Et on le sait, c'est quelque chose qui est toujours à défendre et à poursuivre. Mais Lacan critique le fait que, défendant cette égalité, on en vienne à rejeter l'existence de la différence des sexes sur le plan subjectif. Selon lui, il y a en effet une différence entre les sexes qui reste ineffaçable sur le plan de l'inconscient, du désir et de la jouissance. Plus encore, cette différence est ce que d'ordinaire chacun refoule et qui alimente ses symptômes. D'où cet agacement de Lacan, tapant du poing sur la table, pour réveiller son auditoire de psychanalystes. Ce serait en effet un comble que les psychanalystes eux-mêmes refoulent cette différence, alors qu'ils ont pour devoir de permettre à leurs analysants d'en déchiffrer les conséquences pour eux-mêmes. Plus encore, poursuit Lacan, ce serait une faute éthique. En effet, cette colère de Lacan, elle est à entendre sur un plan éthique. Elle est une colère visant à sortir les psychanalystes de leur somnolence, mêlée d'infatuation, pour les inviter à ne pas oublier ce que l'inconscient leur enseigne et à s'orienter à partir de là. Je pourrais d'ailleurs donner bien d'autres exemples où Lacan interpella sévèrement son auditoire, quand il le voyait de trop s'égarer, se laisser bercer par de fausses promesses et ne plus être à la hauteur du savoir de l'inconscient. Mais j'en reste à cet exemple. À quoi Lacan veut-il réveiller ses élèves? Eh bien, au réel du sexe. Alors il faut entendre ici le terme de réel, non pas comme la réalité, mais au sens où l'entendait Lacan, à savoir quelque chose qui ne va pas entre les sexes. Quelque chose qui nécessairement objectera toujours à la pleine union, à la pleine harmonie entre les partenaires. Lacan proposera de formuler cela en ces termes, vous l'avez cité tout à l'heure, il n'y a pas de rapport sexuel. Tel est ce que démontre la psychanalyse via l'inconscient et dont Lacan voit la cause dans ce réel du sexe. Donc, Lacan refusera de nier la différence des sexes à partir de ce point précis. Rejeter la différence des sexes, ce serait une façon, parmi d'autres, de vouloir se libérer du réel du sexe. Ainsi, dire, comme il le fait ici, que la négation de la différence des sexes est une connerie, c'est dire qu'il y avait là une tentative de masquer, de boucher ce malentendu entre les sexes dont chacune, chacun, vous, moi, on en fait tous l'expérience. Dans la logique de l'inconscient, et non dans la logique du droit, avancer que la femme égale l'homme, c'est pour Lacan une façon de vouloir les faire se confondre, au sens de les faire se mélanger, telles deux couleurs, qui, différentes au départ, ne feraient finalement plus qu'une. Chacun pourrait trouver comme ça dans l'autre son complément, son répondant, et faire un avec lui. La négation de la différence des sexes serait ainsi une fausse promesse de libération du réel du sexe pour fonder une harmonie. Voilà donc ce à quoi Lacan s'oppose de la façon la plus ferme.
sachant bien non seulement les conséquences symptomatiques de ce refoulement pour un sujet, mais aussi ses conséquences possibles sur un plan politique. Ainsi, on commence un peu, un poco, à percevoir que si Lacan s'oppose à la négation de la différence des sexes, il le fit en un sens très précis. Alors la question, de quelle différence est-il question? Là est tout l'enjeu, et le renversement stupéfiant que Lacan va opérer dans le champ et l'éthique de la psychanalyse. J'ai indiqué en effet la critique portée à l'endroit de la psychanalyse concernant la place qu'elle accorde sur la différence des sexes au phallus. Cette critique lui était adressée dans les années 70, mais elle perdure aujourd'hui, et notamment dans certains travaux sur le genre. Il est reproché à la psychanalyse de théoriser la différence des sexes à partir de la seule référence au phallus, laquelle répartirait d'un côté ceux qui l'ont, les hommes, hombres, et de l'autre, celles qui ne l'ont pas, les femmes, mujeres. Enfin, celles qui ne l'ont pas seraient censées se désespérer de ne pas l'avoir, tandis que ceux qui l'ont garderaient cela bien à l'abri, de peur que... Donc voilà pour la critique qui est faite à la psychanalyse. Pour y répondre, commençons par souligner que la psychanalyse avance en effet que cette différence entre les sexes est ordonnée par le phallus. Selon elle, le phallus, c'est bien ce qui fait la différence entre les sexes. Freud y avait déjà insisté, Lacan le reprend. Quoique, en effet, Lacan, dans son retour à Freud, va refonder totalement cette référence au phallus. Et par voie de conséquence, l'abord psychanalytique de la différence des sexes. La question devient donc de savoir en quoi, pour Lacan, le phallus fait la différence entre les sexes. Et en quoi, selon lui, cette différence est autre chose qu'une simple répartition anatomique. Ici demeure en effet la confusion dans laquelle il ne faut pas verser, et surtout pas les psychanalystes. Il s'agit de la confusion imaginaire entre le pénis et le phallus, laquelle conduirait à faire du phallus une propriété anatomique des hommes et ce qui manquerait aux femmes. Or, c'est vrai que depuis l'Antiquité, le phallus est venu incarner le signifiant du désir, de la jouissance, de l'éros, et qu'il a été en effet représenté imaginairement pour cela par le pénis érigé. Toutefois, pourquoi? C'est ça la question, la pregunta qu'il faut se poser. Pourquoi ce lien immédiat entre le pénis et le phallus? En effet, il est très important de rappeler, il est très important de ne pas seulement rappeler en psychanalyse que le phallus est à distinguer de l'organe sexuel masculin. Il faut aussi tâcher d'éclairer pour quelles raisons le pénis, plus que d'autres organes sexuels, ou pas, chez l'homme ou chez la femme, a été choisi pour incarner imaginairement le phallus. Alors beaucoup ne manqueront pas d'y reconnaître un effet de la prédominance de la référence phallique dans la société, et notamment du pouvoir accordé aux hommes aux dépens des femmes, et cela depuis l'Antiquité. La psychanalyse n'y contredit pas, mais elle permet d'ajouter à cela des raisons qui ont trait au désir, à la jouissance et à l'inconscient pour les deux sexes. Pour dire quelles elles sont,
repartons tout d'abord de l'étymologie du terme français de viril. On a cette racine aussi en espagnol, viril, qui désigne dans l'imaginaire la masculinité. L'expression viril dérive en fait du terme latin de vir, qui signifiait l'homme en tant que mâle, c'est-à-dire à partir de son anatomie. Dans cette expression de vir, l'homme est ainsi confondu avec ses attributs sexuels. Dans l'Antiquité romaine, précise ainsi Pascal Quignard, que John, je ne sais pas où il est, quelque part, cite dans un article. Dans l'Antiquité romaine, donc Pascal Quignard nous rapporte que un homme n'est un homme, vir, que quand il est en érection. C'est-à-dire que l'absence de vigueur était la hantise pour les hommes. La vertu, en latin virtus, dérive en effet également du terme de vir. Il apparaît ainsi une autre dimension majeure du phallus, telle qu'imaginée et fantasmée, qui est le pouvoir. Le terme de vir désigne non seulement le sexe mâle, mais le pénis dans sa vertu, ici défini comme capacité et puissance, représentée par le pénis en érection. Alors Lacan, dans ses commentaires sur l'homme, mais aussi sur la femme, va se référer très souvent à cette étymologie. Il en va ainsi dans son texte Radiophonie, où il distingue dans le lien de couple la logique du vir, de l'homme, de la logique de la Virgo, qui désignait dans l'Antiquité la jeune femme vierge en âge d'être mariée. Ainsi, le langage lui-même laisse apparaître que la distinction entre les sexes se serait produite à partir du phallus au sens du vir, c'est-à-dire au sens du pénis, dans son pouvoir d'érection. Alors à suivre cette représentation du phallus dans l'imaginaire, on pourrait croire que le pénis serait venu représenter dans l'histoire le phallus à partir de sa capacité d'érection. Or, tel est ce que Lacan va totalement rectifier et même renverser. Pour cela, il ne néglige en rien l'anatomie. Il y revient au contraire pour expliquer en quoi le pénis était certes propice à incarner le phallus, mais pour une autre raison que celle supposée dans l'imaginaire. Il souligne en effet que la caractéristique du pénis n'est pas seulement de pouvoir être en érection, mais aussi de ne plus l'être. Il s'agit d'un organe qui peut changer de forme, apparaître, disparaître, et cela, seconde caractéristique anatomique, en fonction d'un rapport à la jouissance. Puisque le moment de la jouissance pour l'homme équivaut en effet à la disparition de l'érection. La fonction réelle de l'organe pénien, ça n'est donc pas la tumescence, c'est l'inverse, c'est la détumescence. C'est la détumescence pour que l'orgasme, dans cette limite rencontrée, puisse se produire. Voici donc la caractéristique anatomique du pénis que retient Lacan. La disparition de l'organe au moment où se produit la jouissance. Ainsi, là où d'ordinaire on retient seulement du pénis son pouvoir d'érection, Lacan souligne au contraire la possibilité de sa disparition, son rapport à la limite en fonction de la jouissance. On sait par ailleurs que le symbolique se fonde d'une opposition absence-présence. Telle est alors la raison pour laquelle, selon Lacan,
le pénis était particulièrement propice pour passer au rang de ce signifiant qu'est le phallus. Du fait d'être un organe qui puisse ainsi apparaître, disparaître, le pénis était propice à devenir un signifiant permettant de symboliser la jouissance en jeu dans la sexualité. Seulement, quelle jouissance? Ici se situe l'autre point de renversement qu'opère Lacan. Le phallus, imagé depuis toujours par le pénis en érection, ne sera pas le signifiant d'une jouissance pleine, entière, fuerte, etc., ainsi que pouvait le laisser fantasmer cette image de l'érection, de la puissance et de la force. Il sera au contraire le signifiant d'une jouissance limitée et castrée. Ce que le pénis a en effet de privilégié, insiste Lacan, c'est bien d'incarner le signifiant d'une jouissance coupée, à la différence justement des organes sexuels féminins. Il nous dit ceci, Lacan, en quelque sorte, on peut bien isoler sa jouissance. Il est pensable comme exclu. L'organe décisif de la copulation, c'est quelque chose d'aussi bien isolable dans ses fonctions de tumescence et de détumescence, déterminant une courbe dite orgasmique parfaitement définissable. Bref, une fois que c'est fini, c'est fini. Comment on dit fini en espagnol? Termina. Hein, termina, termina. Donc il rectifie complètement le préjugé qu'on avait. Si le pénis a eu dans l'histoire tant d'importance dans les représentations du phallus, ça n'est pas en raison de ce qui serait sa puissance, sa fuerté, sa force, mais en raison au contraire de la possibilité de sa disparition. Et cela en fonction justement de la jouissance. La détumescence du pénis était donc propice à venir incarner une jouissance limitée. Et donc pour une part, une jouissance exclue, castrée. Et c'est pourquoi, en conclut encore Lacan, le phallus équivaut non pas au pénis réel, mais à ce que le pénis n'est pas. Plus précisément, le phallus représentera non pas la jouissance du pénis, mais le pénis imaginé comme organe de la tumescence. Mais l'inverse, la jouissance qui manque au pénis. Celle qu'il y aurait eu si ne s'était pas produite la limite, la détumescence de l'organe. Donc il apparaît une opposition entre la façon dont le phallus est d'ordinaire pensé, à savoir comme le signifiant du pouvoir, imagé par le pénis en érection, et ce dont il est réellement l'index, et que dévoile Lacan, le signifiant d'une jouissance qui manque au sujet. De là, deux conclusions se déduisent. Premièrement, le phallus est non pas le signifiant du pouvoir, mais le signifiant d'une jouissance qui justement échappe au pouvoir. Le phallus, disait Lacan, est inéducable. Je ne sais pas comment on peut dire ça. D'autre part, le phallus, bien loin d'être la propriété des hommes, comme cela se fantasme, se dévoile être au contraire justement ce que l'homme n'a pas. Mince alors. Parole d'homme. Pour la psychanalyse, confondre le phallus et le pénis, c'était donc un comble.
et peut-être même en ce qui concerne la névrose, le comble du comble, justement. Il se dévoile en effet, du point de vue de l'inconscient, la raison pour laquelle le phallus a si souvent été confondu avec le pénis, et on continue à le faire. La raison tient à la façon dont les êtres parlants fantasment le pouvoir et la jouissance. Confondre le phallus et le pénis, en son image érigée, c'est une façon de continuer à refouler le fait que la jouissance est limitée, castrée. Alors dans cette logique, l'homme est celui qui serait propriétaire de cet organe de la puissance, tandis que la femme en serait dépossédée et qu'elle désirerait l'avoir. À cela, qu'est-ce que Lacan permet alors d'opposer? Eh bien que le phallus, fondamentalement, n'est la propriété de personne, ni des hommes, ni des femmes. En effet, le phallus n'est pas à concevoir comme un objet qui permettrait de répartir d'un côté tous les hommes et qui l'auraient, et de l'autre toutes les femmes qui ne l'auraient pas. Le phallus est le signifiant de la castration, de cette jouissance qui manquera toujours au... Un autre. Le phallus... C'est bon. Le phallus est le signifiant de la castration, de cette jouissance qui manquera toujours aux êtres parlants, quel que soit leur sexe. Et cela, y compris dans le lien de couple. Entre les partenaires, il est le signifiant de ce qui laissera toujours à désirer. Seulement, de cette castration, les êtres parlants ne veulent rien savoir. Et c'est pourquoi le phallus a toujours été fantasmé comme l'organe du pouvoir, de la jouissance, de la puissance. Les êtres parlants, notez Lacan, sont fascinés par le pouvoir. On en trouve là le point d'origine, la castration. Mais plus encore, poursuit-il, du fait même de ce défaut originaire de la puissance, la toute-puissance sera fantasmée partout ailleurs, et notamment dans les rapports entre les sexes. Le fait de confondre le phallus avec le pénis est en effet une façon de fantasmer que certains auraient ce pouvoir et d'autres non. Voilà qui aura eu bien des conséquences dans l'histoire, passée et actuelle, et qui conduit logiquement à bien des abus de pouvoir. Logiquement, dans la mesure où, dès lors que ce pouvoir est un leurre, eh bien alors il faudra toujours renchérir, en rajouter, pour se rassurer sur son existence. Enfin, de ce qui précède, Lacan en déduit une autre conséquence. Ouais, mieux. Ah, merci. Enfin, de ce qui précède, Lacan en déduit une autre conséquence. Le phallus non seulement n'appartient à personne, mais comme signifiant du manque de pouvoir, il constitue un point commun entre les femmes et les hommes. L'être sexué, quel qu'il soit, homme ou femme, est toujours affecté par la castration. Encore que, poursuit Lacan, les femmes et les hommes n'en sont pas affectés de la même façon. En ce sens aussi, la psychanalyse renouvelle totalement la différence des sexes. Pour le démontrer, Lacan reprend alors les catégories par lesquelles les femmes et les hommes ont toujours été distingués dans l'histoire.
Imaginairement, le phallus serait en effet l'instrument d'une puissance, en tant qu'il permettrait à cette puissance de se réaliser en acte. Et c'est pourquoi, souligne Lacan, il y a toujours eu dans l'histoire, depuis Aristote jusqu'à nos jours, la tentative, voire la tentation, de définir les hommes et les femmes à partir des pôles actifs et passifs. Dans cette logique, l'homme, en tant qu'il aurait le phallus, sera dit l'actif. Tandis que la femme, en tant qu'elle ne l'aurait pas, sera considérée comme passive. On voit donc que, au point même où demeure une difficulté, voire une impossibilité, à définir l'homme et la femme, le phallus, dans sa version imaginaire, va être convoqué pour y répondre, pour tenter d'y répondre. Soulignons alors comment Lacan le commente et de quelle façon il va aussi renverser les préjugés communs. Dans cette logique, disais-je, l'homme serait actif et la femme passive, en tant que le phallus, confondu avec le pénis imaginaire, serait la propriété de l'un et non de l'autre. Et bien, à la suite de cette première rectification, Lacan renverse ce préjugé visant à définir et répartir les deux sexes au regard de la puissance et de l'acte. Il en veut pour preuve tout d'abord un simple constat phénoménologique, une sorte de psychopathologie de la vie quotidienne, sexuelle ou non, des deux sexes. Et il nous dit, il parle de l'ineptie de ce qu'on appelle l'actif, si c'est là-dessus que vous vous fondez pour distinguer l'homme et la femme. C'est la monnaie courante, dit Lacan. L'homme, il est actif, le cher mignon. Dans le rapport sexuel, pourtant, il me semble que c'est plutôt la femme qui en met un coup. Il n'est pas évident que dans la vie normale, l'actif et le passif se répartissent comme on nous dit. Dans une vie telle qu'elle est partout, sauf là où il y a eu notre grande subversion chrétienne, l'homme, il se les roule. Et la femme, elle moue, elle broie, elle coud, elle fait les courses, et puis dans ces solides civilisations qui ne sont pas perdues, elle trouve encore le moyen de tortiller du derrière. Après, je parle d'une danse. Bailar, bien sûr. Pour la satisfaction jubilatoire du type qui est là, tranquille. Alors pour ce qu'il en est de l'actif et du passif, dit Lacan, hein, tout cela donc, cette histoire d'actif et passif, c'est une connerie. C'est une bouffonnerie pour Lacan. Une connerie de plus visant à boucher le non-rapport sexuel. Mais Lacan ne s'en tient pas là. Il va donner à sa critique un appui structural. La confusion entre le pénis et le phallus aura pour conséquence que l'homme, on parlera demain de l'homme, que l'homme, j'en parle un petit peu là, que l'homme, du fait d'avoir l'organe, le pénis, il sera plus enclin à s'imaginer avoir le phallus. Mais c'est aussi ce qui va le plus l'angoisser. Y eso es precisamente lo que más puede angustiarlo. Puisque, pourquoi Comment pourrait-il l'avoir, le phallus, puisque le phallus est justement le signifiant de ce qu'il n'a pas, de ce qui manque au pénis. Paradoxe, donc, et qui va être éprouvé par lui dans le réel. Du fait d'avoir l'organe au titre de phallus, un homme éprouvera, dit Lacan, n'être que semblant de pouvoir. Que semblant de pouvoir. Autrement dit, l'homme est celui qui, du fait d'avoir l'organe, croit qu'il a le phallus.
Sauf que, du fait même que son organe soit passé au rang de phallus, il ne pourra alors qu'éprouver durement, difficile, duramente, fuertemente. duramente par la hombres, il ne pourra alors qu'éprouver toute la différence qu'il y a entre ce qu'il a et ce qu'il devrait avoir s'il avait le phallus. Telle est la raison pour laquelle l'homme sera plus directement qu'une femme affecté par la castration. Et telle est aussi la raison pour laquelle les hommes seront plus souvent inhibés que les femmes dans leur rapport à l'acte, angoissés qu'ils seront d'engager leur castration, leur manque. À l'inverse, poursuit Lacan, les femmes, du fait de ne pas avoir l'organe, sauront davantage que les hommes que le phallus n'est qu'un semblant de pouvoir, insignifiant, et que le dit pouvoir phallique, c'est une fadaise. Voilà qui est clair pourquoi, dans leur rapport à l'acte, les femmes seront souvent, pas toujours, mais souvent, plus engagées que l'homme, c'est-à-dire davantage prêtes, oh, lapsus. C'est extraordinaire. Extraordinario. Que l'homme... non, je suis perdido, du coup. Les femmes seront plus souvent engagées que l'homme, davantage prêtes, en effet, à engager leur castration, c'est-à-dire leur manque, leur désir. Alors on voit ainsi comment Lacan se refuse, d'une part, à réduire la différence des sexes à une question anatomique. Ainsi qu'il l'indiquera dans son séminaire encore, ce qu'on nomme en français les caractères sexuels secondaires pour désigner les organes sexuels masculins et féminins ne sont en effet que secondaires, c'est-à-dire insuffisants à définir l'homme et la femme. Voilà donc pour l'anatomie et ses conséquences sur l'image du corps. Mais par ailleurs, Lacan se refuse également à définir l'homme et la femme à partir de comportements. Même s'il peut être fait une certaine phénoménologie de l'homme et de la femme au quotidien, on peut s'amuser à ça, c'est vrai, c'est drôle, moi j'aime bien. Ainsi qu'on vient de l'indiquer, cela ne suffira pas à définir et à distinguer les deux sexes. Lacan l'avançait dès 1956, il était en avance. Le signifiant homme comme le signifiant femme sont autre chose qu'attitude passive et attitude active, attitude agressive et attitude cédante. Bref, autre chose que des comportements. Donc, la différence des sexes ne peut être établie en psychanalyse ni à partir de l'anatomie, qui relève de l'image du corps, ni à partir de comportements. Furent-ils codés par la culture dans le registre symbolique? Pour autant, Lacan ne néglige pas ces deux dimensions. Il ne les néglige pas. Il les prend en compte. Mais il y ajoute une troisième dimension, que constitue le réel. On peut à présent préciser le réel du sexe
que définit le phallus. En psychanalyse, la différence du sexe, elle est donc constituée de l'articulation du registre imaginaire, du registre symbolique, mais aussi du registre du réel, lequel vient désordonner le tout. Alors il s'entrevoit ici le point de croisement, mais aussi de différence avec les théories sur le genre. La psychanalyse est d'accord, de acuerdo, avec ces théories sur le genre pour dire que l'être sexué ne peut pas se réduire à une identité anatomique, imaginaire, pas plus qu'à une identité symbolique. Mais pour autant, l'enseignement de Lacan ne permet pas d'en déduire une liberté totale du sujet par rapport au sexe. Je viens en effet d'indiquer qu'il s'ajoute au registre de l'imaginaire et du symbolique celui du réel, dont on ne peut pas s'affranchir. Et c'est pourquoi on va trouver chez Lacan une formule très proche des théories sur le genre, puisqu'il dit « l'être sexué s'autorise de lui-même, sauf que, il ajoute, et de quelques autres. Et de quelques autres pour dire que cette autorisation ne va pas conduire pour autant à une libération totale du réel du sexe. Et c'est pour ça que Lacan utilise cette expression de être sexué. Il ne dit pas sexuel, il dit sexué. Le terme sexué, ça vient précisément indiquer que l'être parlant va être marqué, affecté, limité, déterminé par le réel du sexe. À quoi ensuite il va tenter de répondre, toujours de façon singulière. Dès lors, Lacan viendra également situer et redéfinir la différence des sexes à partir de cette sexuation commune. Les femmes et les hommes seront chacun affectés par la castration, mais ils n'y répondront pas de la même façon. Pour suivre ici la démonstration de Lacan, je vais prendre à présent appui sur d'autres de ses élaborations dans son séminaire ou pire. En cette époque où la différence entre les sexes fait débat dans la société, Lacan insiste à nouveau. S'il n'y a pas de rapport sexuel, il y a bien par contre un rapport au sexe. Au sexe, c'est-à-dire au réel du sexe, à la castration. Donc dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ça indique que le sexe ne définit nul rapport entre les sexes, où chacun trouverait sa chacune et réciproquement. Seulement, Lacan précise, ce n'est pas que je nie la différence qu'il y a dès le plus jeune âge chez l'enfant entre ce qu'on appelle une fille et un petit garçon. C'est même de là que je pars. D'ailleurs, il ne dit pas petite fille. Marrant ça. J'y pense là. Il dit petit garçon, mais il ne dit pas petite fille. Il dit fille et petit garçon.
C'est même de là que je pars, dit-il. Sauf que quand je pars de là, vous ne savez pas de quoi je parle. Ah. Ainsi, Lacan assume ici pleinement le fait de reprendre et de refonder la différence des sexes. Et pour cela, il remet cela au rang, enfin, à la dignité d'une question. Parlant de la différence entre les sexes, de quoi parle-t-il? On revient ici à ce à quoi invitait Judith Butler. Contre le dogme, contre l'idéologie, interroger les mots. C'est remarquable ce qu'elle dit là. Interroger les mots. Eh bien, pour répondre à sa question, Lacan ne se refuse pas là non plus, à partir des observations les plus communes. D'abord, il note que la différence entre garçons et filles, finalement, elle se remarque, elle se constate très tôt. Et beaucoup plus tôt que chez les animaux. Il fallait y penser. Chez les animaux, dit-il, quand ils ne sont pas en rut, vous ne les distinguez pas. Vous ne distinguez pas le petit garçon et la petite fille. Les lionceaux, par exemple, ils se ressemblent tout à fait dans leur comportement. Mais pas vous. Pas vous, à cause que, justement, c'est comme signifiant que vous vous sexuez. En effet, chez les animaux, seule l'anatomie permet de les distinguer, avant qu'éventuellement advienne tel ou tel comportement typique. À l'opposé, chez les êtres parlants, la distinction entre ces comportements, elle semble se faire beaucoup plus tôt que chez les animaux, beaucoup plus tôt. Telle est la raison pour laquelle, en déduit Lacan, on pense que cette différence, elle est liée à la nature. C'est là ce qu'il nomme avec amusement notre erreur naturelle à chacun de nous. Notre erreur naturelle, c'est de définir la différence des sexes à partir de l'anatomie. Au point même que le pénis a été surnommé en France la petite différence. Petite. L'organe sexuel masculin serait ce qui ferait la petite différence entre les sexes. Ainsi, loin de négliger la différence entre les sexes, Lacan souligne plutôt la grande précocité de son apparition chez les êtres parlants. Et il nous invite à notre tour à nous en étonner. Les sexes paraissent se répartir en deux nombres à peu près égaux d'individus. Assez tôt, plus tôt qu'on ne l'attend, ces individus se distinguent, c'est certain. Ça veut dire qu'il y a comme une vocation prématurée que chacun éprouve pour son sexe. En clair, comme si on était pressé de devenir homme ou de devenir femme. On se dépêche. Or, justement, de cette précocité, Lacan fait un signe à interpréter. Pourquoi est-ce qu'il y a chez les êtres parlants cette sorte d'empressement à s'identifier à ce qui serait son sexe, à rejoindre certaines identifications typiques? Pour y répondre, je reprends la seconde partie de la phrase de Lacan. Ce n'est pas que je nie la différence qu'il y a
dès le plus jeune âge, entre ce qu'on appelle une petite fille. Ah ben si, là il y a petite. Bon. Ce qu'on appelle une petite fille et un petit garçon. Ce que Lacan souligne cette fois, c'est l'expression « ce qu'on appelle ». À savoir que ce ne sont pas seulement le petit garçon et la petite fille qui se distinguent. L'important ici, c'est que on les distingue. Autrement dit, que on les parle et que on identifie chez eux cette petite différence. Un autre passage du séminaire de Lacan permet de préciser ça. On les distingue, ce n'est pas eux qui se distinguent. C'est comme ça qu'on dit « Oh, le vrai petit bonhomme ». Vrai. Comment ? Vrai. Le vrai petit bonhomme. Comme on voit déjà qu'il est tout à fait différent d'une petite fille. Il est inquiet, enquêteur, et déjà en mal de gloriole. La petite fille est loin de lui ressembler. Elle ne pense déjà qu'à jouer de cette sorte d'éventail qui consiste à se fourrer la figure dans un trou et à refuser de dire bonjour. Seulement voilà, poursuit Lacan, on s'émerveille de ça que parce que c'est exactement comme ça que ce sera plus tard. C'est-à-dire conforme au type d'hommes et de femmes tels qu'ils vont se constituer de toute autre chose, à savoir, c'est là que c'est importante, à savoir de la conséquence du prix qu'aura pris dans la suite la petite différence. Alors je commande ça. On a donc une différence, qui se reconnaît très tôt entre garçon et fille, et qui est parlée par l'autre. On les distingue. Et qui enfin va identifier un type d'homme et un type de femme. Mais, précise Lacan, à partir de quoi vont se constituer ces identifications typiques ? Eh bien, pas du tout à partir de l'anatomie, pas à partir simplement des conventions imaginaires et symboliques, mais à partir de la rencontre du réel de la castration. Ce qui va être ici déterminant, précise-t-il, va être d'abord le rapport des parents. Le rapport des parents à leur propre castration. La façon dont ils reconnaîtront leur enfant comme garçon ou fille, et la façon dont ils les soutiendront ou pas vers telle ou telle identification, va être déterminée par leur propre rapport à eux et inconsciemment à la castration. À partir de là, mais pas seulement, l'enfant va faire ensuite ses propres expériences de la castration. Or, qu'est-ce que Lacan en conclut ? Eh bien que ces identifications typiques comme garçon ou fille se constitueront à partir de cette expérience de la castration. Ce qu'il appelle ici la conséquence du prix. C'est ça, la castration, c'est le prix. La conséquence du prix qu'aura pris la petite différence. Plus précisément, les identifications dites typiques, comme garçon ou fille,
loin de se réduire à l'anatomie ou à de simples conventions, elle se constitue sur la base d'un rejet de la castration. C'est pour ça que les êtres parlants sont pressés. Es por eso que los seres hablantes están apurados, afanados. Donc je souligne l'importance de cette thèse. Les formations imaginaires de l'homme et de la femme, elles s'originent d'un rejet du réel du sexe. Devenir au fil des phases de l'enfance, puis de l'adolescence, devenir homme, femme, ou transsexuel, ou asexué, peu importe, hein, seront autant de façons singulières de se défendre de ce qui fait la vraie différence, la castration. Lacan y insiste. Les êtres parlants ne se reconnaissent qu'à rejeter cette distinction par toutes sortes d'identifications dont c'est la monnaie courante de la psychanalyse, que de s'apercevoir que c'est le ressort majeur des phases de chaque enfance. Autrement dit, derrière une identification sexuelle typique, qu'elle soit masculine ou qu'elle soit féminine ou autre, il y a le rejet de la différence sexuelle, de cette castration qu'impose le langage et qui affecte chacune et chacun dans l'angoisse, la honte, la pudeur, etc. Ces identifications typiques, elles n'ont donc rien d'automatique. De même qu'elles ne seront pas de tranquille assurance identitaire d'être garçon ou fille. Du fait de la castration, l'être sera sexué, c'est-à-dire à jamais divisé, affecté par la question de savoir comment mieux être homme ou comment mieux être femme. En somme, c'est ce qui se joue tous les matins devant le miroir pour chacun et chacune. Es lo que pasa cada mañana frente al espejo para cada uno y para cada una. Alors on saisit, du coup, pour quelles raisons les êtres parlants, de façon si précoce, et portés en cela par leurs parents, se pressent à rejoindre telle ou telle identification typique qui leur permettrait de résoudre enfin cette question qui les divise. On peut souligner aussi que entre ces identifications typiques pourront alors se produire des différences. Seulement, ces différences devront, là encore, leur cause à ce réel de la castration, face auquel garçons et filles n'auront souvent pas la même façon de se défendre. Ainsi, je reprends la phrase de tout à l'heure, qu'est-ce qu'un vrai? Pour ça, Lacan il dit vrai parce que ça le fait rire. Hein. Il n'y a pas de vérité de comment être homme. Va a volver a comentar la frase que hizo ahora y señala que Lacan se ríe, se divierte diciendo verdadero, puesto que no hay verdad. Entonces habla de verdadero hombre en una forma pues divertida. Eh bien, un vrai petit bonhomme, c'est un qui se montrera inquiet, enquêteur, déjà en mal de gloriole, où on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure. À savoir l'espoir mis dans le pouvoir et sa brillance phallique, cette gloriole.
Mais du coup, l'angoisse aussi. L'angoisse de ne pas être à la hauteur. La vanagloria, pero también la angustia de no estar a la altura. Le vrai bonhomme, il veut avoir sa gloriole. Entonces el pequeño hombrecito, el verdadero, no me están oyendo, perdón. Ahí. Entonces el verdadero hombrecito tendrá su vanagloria, Mais il est inquiet. pero, ¿qué? Il est inquiet. Pero está inquieto, está preocupado. Il a son épée, Tiene su espada mais il a son bouclier. y tiene su escudo al mismo tiempo. Estamos hablando de una defensa. Quant à la petite fille, je cite à nouveau ce que dit Lacan, elle ne pense déjà qu'à jouer de cette sorte d'éventail qui consiste à se fourrer la figure dans un trou et à refuser de dire bonjour. Alors évidemment, il y a aussi des garçons timides. D'ailleurs, c'est toujours un problème pour un enfant quand on lui dit « va dire bonjour » à la dame ou au monsieur. No solamente para las niñas es un problema cuando se les dice a los chiquitos, vaya, dígale buenos días a la señora, vaya, salude a la señora. Donc, il y a aussi des garçons timides, de même qu'il y aura aussi des filles en mal de gloriole. Mais donc, qu'est-ce que Lacan essaye de dire là? Eh bien, qu'il y aura souvent chez les femmes une autre façon de faire avec le manque. Premier. Une autre façon de faire avec le manque premier. Il s'agit de ce qui a été nommé par la psychanalyste Joanne Rivière la mascarade féminine. La mascarade féminine, c'est-à-dire faire de son manque un voile à la brillance phallique. C'est pour ça que Lacan parle d'un éventail. Là. Mais quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de cette gloriole toute masculine ou bien de cette pudeur, il y a là plusieurs façons possibles de se défendre du réel de la castration. Ainsi, à l'identité sexuelle, Lacan oppose la sexuation. Ce niveau mince où vous existez comme sexué, dit-il, ce niveau mince. Sexué, c'est-à-dire recevant l'effet de division que produit le réel du sexe, lequel réduira en effet l'identité à quelque chose de bien mince. Il y a donc très tôt chez l'être parlant cette sorte de suridentification sexuelle, d'empressement à vouloir rejoindre un sexe ou l'autre. Faute justement de s'y éprouver harmonieusement. Chacun de nous le sait, c'est toujours une question de savoir comment être homme ou comment être femme. Lo sabemos, eso tiene que ver con la pregunta que se hace cada uno de cómo ser hombre o cómo ser mujer. En somme, les êtres parlants feront l'homme ou feront la femme. Du semblant, donc. Ils feront, comme un déguisement, ils feront... Se trataría de puro semblante, como un disfraz. Ils feront l'homme ou ils feront la femme, faute de savoir justement comment être naturellement homme ou être naturellement femme. Ça serait quoi d'être une vraie femme? Personne ne sait. ¿Qué sería ser una verdadera mujer? Nadie sabe. Ça serait quoi d'être un vrai homme? Y lo mismo para un hombre, ¿qué sería ser un verdadero hombre? Donc on voit comment Lacan a pu refonder le rapport du phallus à la différence sexuelle et nous sortir de la confusion ambiante entre le phallus et le pénis. Je résume donc, et j'arrive bientôt à la fin. Le phallus, loin d'être la propriété des uns et non des autres, c'est en fait le signifiant d'un manque.
le signifiant d'un manque de jouissance pour les uns et pour les autres. De là, on a un paradoxe. Ceux qui ont l'organe, les hommes, seront plus directement affectés par la perte. Autre nom de la castration. Si les hommes et les femmes sont chacun affectés par la castration, il apparaît donc qu'ils n'en seront pas affectés de la même façon. Et même qu'ils en seront affectés de façon contraire à ce que l'anatomie aurait pu laisser croire et fantasmer. Alors j'en reviens à la question première. Le phallus est-il pour la psychanalyse ce qui détermine la différence des sexes? Réponse oui. À la condition de redéfinir totalement, ainsi que Lacan l'a fait, le phallus et ses conséquences. À cette condition seulement, il est juste de dire que le phallus fait la différence sexuelle, c'est-à-dire celle qui objecte à ce qu'on puisse définir l'essence de ce que c'est qu'un homme et l'essence de ce que c'est qu'une femme, et celle qui nécessairement objectera à ce que ces deux-là se confondent pour faire un. Alors, dernier mot, j'avais indiqué plus haut en quels termes Lacan réfutait la thèse selon laquelle la femme égale l'homme. En fait, les deux ne s'égalent pas. Les deux ne s'égalent pas dans la mesure où ils ne peuvent en effet se confondre dans cette union harmonieuse. Le phallus y objecte. Et c'est pourquoi Lacan donnera au terme de différence sexuelle un sens mathématique. Un sens mathématique. Il s'agira de cet écart, de cette différence entre ce à quoi aspire le sujet, le un de l'union, et ce qu'il atteindra réellement. La différence sexuelle, elle est donc celle que produit le réel du sexe et qui, après son effet de soustraction, de castration, creuse un manque. Je conclus. Derrière la différence entre les sexes, il y avait donc la différence du sexe, à savoir le phallus. Et le phallus, j'ai essayé de montrer, il est asexué. Voilà qui donne chance. C'est pas une mauvaise nouvelle, hein. Au contraire, ça donne chance à chacune de s'inventer librement, femme ou homme ou autre, mais pas sans une limite, pas sans cette limite qu'impose le réel du sexe, la castration, parce que cette limite-là, alors là pour le coup, on ne la transgresse pas. Voilà. Muchas gracias. No se vayan, no se vayan.
Todavía nos queda un tiempito.